Comme dans beaucoup de pays africains, étant donné que nos États sont des États faillis, il n'y a pas de démocratie, ce ne sont pas des États de droit dans la plupart des cas, on a mis en place des institutions pour gérer les élections. Les politiques ne faisant pas confiance au ministère de l'Intérieur en place. Elle dit ceci, la Constitution. Depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Nous sommes là. Depuis 1960, on conteste la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Toutes les missions, y compris ceux qui sont ici, à savoir les forces vives de la nation, feront toutes les pressions nécessaires pour amener ceux-là à aller vers le peuple avec beaucoup de celui-ci tranche. Il s'agit de la guerre d'un peuple face à ses oppresseurs. Il ne s'agit pas d'un clivage entre eux et nous. Ce serait même nous faire honneur. Nous sommes trop petits pour que nous incarnions dans ces aspirations ce peuple-là. Le motif est très clair. Elle dit ceci, la Constitution. Depuis son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises récurrentes, dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Nous sommes là. Depuis 1960, on conteste la légitimité des institutions et de leurs animateurs. La légitimité est conférée par qui? Par le peuple. Au moyen de quoi? Des élections. Et c'est pour cela que, en vue, s'il vous plaît, on peut revenir, en vue de mettre fin à cette chronique des les délégués de la classe politique, libre, pluraliste, démocratique, transparente et crédible. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme tout dans tout le pays. On vient de vivre ça aux États-Unis. On vient de vivre ça maintenant en Côte d'Ivoire. Comment faire pour avoir des élections, en un mot, crédibles et transparentes? Comment faire? Nous avons mis en place, comme dans beaucoup de pays africains, étant donné que nos États sont des États faillis, il n'y a pas de démocratie, ce ne sont pas des États de droit dans la plupart des cas, on a mis en place des institutions pour gérer les élections. Les politiques ne faisant pas confiance au ministère de l'Intérieur en place. Et, prochain slide, nous avons mis en place la CEI au départ, Commission électorale indépendante. Donc, une centrale électorale. Cette centrale électorale était occupée, envahie par les politiques. La CENI actuelle, si vous voyez sa composition, il y a 13 sont membres du bureau. Dans les 13 délégués, vous avez 10 politiques, 3 sociétés civiles. Dans cette société civile, le président est issu de la société civile, mais il est tout de suite après politisé. Qu'il vienne des confessions religieuses. Et depuis que ça a commencé, depuis 2005-2006, c'est soit un abbé, soit un pasteur, soit un membre envoyé par une église. Et tout le temps, ces membres ont été récupérés par les pouvoirs en place. Donc, c'est ni politisé, 10 délégués des forces politiques, 3 délégués des forces sociales seulement, et vous avez une plénière et un bureau. Dans le bureau, le président
comme j'ai dit, est récupéré. Les vice-présidents à qui on a confié et les rapporteurs font équipe, et les présidents, et les vice-présidents, et les rapporteurs. Donc on n'a rien d'indépendant. Le rapporteur, les questeurs, il vient aussi des politiques. Et toute la structure est politisée. Vous voyez la structure, je ne veux pas commenter davantage, mais vous connaissez la CENI aujourd'hui. Et à la CENI, on a confié, on a créé ce qu'on appelle le secrétariat exécutif national, l'administration de la CENI. Et tout le monde vient de là. Monsieur Ronsard Malonda, qu'on propose, il était secrétaire exécutif national. C'est l'homme clé qui fait tout. Et c'est par là que la tricherie commence. Alors, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Prochain slide, s'il vous plaît. La dépolitisation de la CENI. J'ai lu et puis je vais vous expliquer quand on entrera dans l'organigramme qu'on propose. Nous voulons rendre l'organisation et la gestion des élections crédibles et transparentes. Nous voulons renforcer l'autorité de la plénière de la CENI en tant qu'organe de contrôle. Nous voulons garantir l'indépendance et l'impartialité des membres et du personnel de la CENI. C'est très important. Quand les membres sont là, ils doivent travailler pour la République, ils doivent travailler pour que les élections soient le reflet des positions du peuple. Il faut que ce soit la photographie en ces moments des forces politiques dans le pays. Cinquièmement, nous voulons que les résultats proclamés reflètent réellement la vérité des urnes. Et nous voulons, parce que les politiciens occupent toutes les places et la société civile est laissée à la portion congrue, et nous voulons, dans cette réforme, que la société civile occupe une place de choix, mais que cette société civile fasse réellement son travail, parce qu'elle est proche de la population, qu'elle reflète réellement ce que le peuple congolais veut. Septièmement, nous voulons redéfinir les attributions des organes de la CENI. Vous avez la plénière, vous avez les bureaux, et nous devons redéfinir les attributions, et nous irons plus loin, nous allons voir comment éclater certains autres organes. Sœurs d'eux et de je ne sais qui, parce qu'on fait partie de telles organisations, non. Nous voulons que pour certains postes, vous allez le voir, comme le rapporteur. Pourquoi le rapporteur de la CENI doit être un politique? Pourquoi les questeurs de la CENI doivent être un politique? Donc nous voulons des concours pour recruter certains membres de la CENI. Nous voulons déconcentrer le pouvoir du secrétaire exécutif national actuel. Il a trop de pouvoir. Nous allons subdiviser le secrétariat exécutif national en trois secrétariats. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du business aujourd'hui la fonctionnalisation. Nous voulons fonctionnaliser. Pas des structures pyramidales. Il y a des chefs qui est tout puissant, tout sacré. Non, nous avons des responsables qui maîtrisent leur département, qui savent ce qu'ils font et ils proposent des choses concrètes à la centrale électorale. Nous voulons réaffirmer le principe d'autonomie administrative et financière de la CENI. Nous voulons rendre effectif les services audit internes. L'audit est là pour aller voir si ce qui devait être fait, ce qui a dit qu'il devait être fait est réellement fait et selon les procédures. On ne peut pas, dans ce monde moderne, dépenser 1 milliard de dollars et que personne vienne demander compte. Et ça, c'est extrêmement grave. Nous sommes au XXIe siècle où il y a l'argent des contribuables et même des partenaires. Cet argent est dépensé
sans qu'on sache exactement comment ça a été dépensé. Et donc, nous voulons aussi mettre fin à l'impunité des intervenants dans le processus électoral. Vous ne pouvez pas venir fabriquer des chiffres comme vous le voulez, et puis vous vous pavanez dans la ville, dans le pays, et vous avez encore les culots de prendre la parole. C'est une insulte au peuple. C'est extrêmement grave. Dans aucun pays au monde, ça peut se faire. Moi, je ne peux pas, et nous avons droit à la différence. Chacun de nous a droit à la différence. On ne peut pas, parce qu'on dit que non, les Congolais acceptent l'inacceptable. Non, pas tous les Congolais. En tout cas, pas le peuple congolais comme je le comprends. Nous devons faire respecter la durée de mandat de la CENI, des membres de la CENI. Durée de mandat, 6 ans. 6 ans, fini, vous partez. Vous ne pouvez pas rester là. Vous partez. Et puis, on doit mettre en place des mécanismes pour que la centrale continue de fonctionner normalement. À la sécurité sociale, au personnel de la CENI. Le personnel de la CENI sont des hommes et des femmes qui ont des responsabilités et qui ont une vie à mener. Donc, ils ont droit à la sécurité sociale. Et enfin, nous voulons garantir la liberté syndicale aux gens et cadres de la centrale électorale. Donc, s'ils ont des revendications, il faut qu'ils présentent ces revendications. Voilà l'esprit qui habite cette réforme. Vous le voyez maintenant, et nous voulons une plénière de 23 membres. La plénière actuelle, c'est un pays très religieux, spirituel, et 99% des Congolais, plus que 99%, sont des croyants. Donc nous disons à nos pères spirituels, vous avez la responsabilité de mettre tout en ordre. Nous voyons au Sénégal, dans certains pays, ce sont les religieux. Le Sénégal, le pays que je connais, qui est en crise aujourd'hui, vous voyez déjà 95% des Sénégalais sont musulmans, peut-être moins de 5% catholiques. Mais le Sénégal, c'est un pays qui a permis d'avoir, au départ, un président qui était sérère, Léopold Sédar Senghor, catholique de surcroît. Donc, ils ont su se mettre d'accord. Et à chaque fois qu'il y a un problème, et là, les imams, les religieux catholiques et autres se mettent d'accord pour voir comment régler le problème avec les politiques. Et je crois, sincèrement, nos pères spirituels, vous êtes là, que votre responsabilité est engagée. Ce n'est pas de vous mettre un délégué, le président, qui va être acheté, et que vous commencez à vous disputer et comment est-ce que nous allons désigner. Nous avons réglé ces problèmes. Vous, 8. Vous avez 8 confessions religieuses. Vous représentez la plénière et vous serez aussi le bureau. Et en plus de ces 8 délégués des confessions religieuses, nous ajoutons 8 délégués de la société civile, d'autres organisations de la société civile. L'organisation des femmes, c'est le mois de la femme, 2 délégués. L'organisation, donc les mouvements citoyens, 2 délégués. Vous avez l'organisation des, comment on appelle ça, les conseils supérieurs de la magistrature, 1 délégué. L'Ordre national des avocats, 1 délégué. Les organisations qui s'occupent des élections, 2 délégués. Et ça fait 8. 8 ajoutés aux 8 religieux, ça fait 16. Et ces 16-là composent les bureaux. Voilà. Et au sein de la plénière, vous avez un rapporteur. Ce rapporteur, pas un politicien. Il est recruté sur concours. Appelle la candidature, et puis on le recrute. Lui et son adjoint, ils font partie du bureau et de surcroît membres de la plénière. Et enfin, vous avez 6 délégués des forces politiques. On veut réduire au minimum les forces politiques. Donc, 6 délégués des forces politiques. Et on vous dira
base zéro. Comment faire fi de tout ce qui s'est passé, parce que ce qui s'est passé, ça ne s'est pas bien passé, et nous avons élaboré cette proposition. Mais vous dites que vous savez comment ça se passe au niveau des parlements. Pour nous, il n'est nullement question qu'on prenne ces parlements. Ces parlements, vous savez comment il a été constitué. Si de fait, nous acceptons qu'il existe, on va trouver des accommodations. Mais la configuration ne peut en aucun cas être celle de ces parlements. Parce que j'ai déjà appris, j'ai vu que les gens sont excités. Ah oui, tel a déposé une proposition de loi. Non. Ça va, et c'est pour ça que j'ai cité le professeur Bob Kabamba. Nous devons, entre parties prenantes, nous mettre ensemble, discuter. Et dès que nous avons discuté, tout est à nous dire, c'est une proposition. Il y a des gens qui peuvent amener des améliorations, et puis nous aurons un document final entre parties prenantes. Et à la fin, nous sommes d'accord parce que nous sommes dans une situation de fait, et amener ça à l'Assemblée nationale pour entériner ça in globo. Exactement, et vous le savez, vous étiez présents, quand nous nous sommes réunis au dialogue organisé par la Conférence épiscopale nationale du Congo, fin 2016, nous nous sommes réunis en politique, et les politiques, il était question que ce que nous nous sommes convenus, qu'on amène ça à l'Assemblée nationale pour entérinement. Donc, il n'y a pas de souci. Et aussi, n'oubliez pas le peuple. Aujourd'hui, le peuple congolais est réveillé. Le peuple congolais ne laissera pas des politiques véreux, ou comme disaient les jeunes Idengo, des politiciens escrocs, aller, prendre les devants. Comment vous comprenez qu'un député, laissons les députés de côté, un sénateur, 2 sénateurs, 10 sénateurs, des sénateurs, on le trouve dans les toilettes du palais du peuple en train de se faire acheter par des candidats. Est-ce que vous trouvez ça normal? Merci. Je n'ai pas accepté outre mesure. J'ai bien outre mesure. Nous voulons 2 étapes dans les discussions. Une première étape qui est, j'allais dire, informelle, une étape où il formalise. C'est-à-dire du moment où les autres forces, en commençant par celles qui occupent notre pays et s'imposent sur le peuple, acceptent le principe de discussion, nous aussi, on accepte le principe de discuter avec eux en une discussion légitime. C'est déjà un compromis qu'il faudra que nous puissions travailler ensemble. Nous avons dit un espace d'échange et de discussion pour nous mettre d'accord sur le texte avec les synthèses. Et la deuxième étape, c'est celle de la formalisation à travers le Parlement. Qu'est-ce que ça signifie? Vous voyez, même si ces pouvoirs étaient légitimes, les lois, y compris la loi budgétaire, ne se discutent pas au Parlement. C'est vrai qu'au Parlement, on va amender, empêcher, mais il y a un rituel. Mais le Parlement, les lois, les textes sont discutés à l'informel au sein des appareils politiques, au sein de la coalition. Et quand ça va au Parlement, c'est plus ou moins avec les grandes orientations déjà définies par les partis dirigeants. C'est le principe des partis dirigeants. Même aux États-Unis, en Europe, c'est dans le pouvoir, c'est dans les États majeurs qu'on arrive à trouver la synthèse qui oriente à travers la loi la société. La loi est sous-tendue par la vision des projets de société. Donc, nous allons voir cet échange, un peu comme on a fait avec le Parlement hier, on va voir la première constitution. La première constitution n'était pas élaborée par des députés au Parlement. Elle était discutée par les forces vives, la partie congolaise, la partie belge, à travers les appareils politiques belges et les forces politiques de chez nous. Et on a trouvé ce processus, le Parlement a fait qu'endosser cette volonté politique issue de ce compromis-là. Voilà la formule que nous envisageons, qui est tout à fait classique. Même si nous étions devant les forces élues, elles auraient trouvé le
démocratie, c'est aussi la manière de gérer intelligemment et pacifiquement nos désaccords. Donc, je crois que s'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté, nous pouvons arriver. Et les pères spirituels sont là. Je crois que chacun doit mettre du sien pour que les politiques, hommes et femmes, mettent de l'eau dans leur vin et pour qu'on aille de l'avant. Et sinon, deuxième question, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Je vous avais répondu à l'époque que je croyais vraiment que les gens allaient s'abstenir de ce genre de bêtises. Je n'ai pas mis le peuple dans la rue. Aujourd'hui, je mettais le peuple dans la rue. Tous. Aujourd'hui, le peuple congolais sera dans la rue. Si les gens s'amusent, vous allez voir ce que vous allez voir. Si les gens s'amusent aujourd'hui, vous allez voir ce que vous allez voir. Je ne suis plus là pour dire, ah oui, qu'on vienne me dire partout où je vais à l'étranger, Monsieur Fayoulou, vraiment merci beaucoup, merci pour votre lutte pacifique. Vous n'avez pas demandé au peuple de descendre dans la rue. Cette fois-ci, le peuple descendra dans la rue. Et le peuple n'est pas prêt. Le peuple n'est pas prêt pour que parce que le peuple n'a pas confiance au Parlement. Et si les gens disent que voilà, nous allons passer par la force, bon, mais voilà, on va mettre sur la table des rapports de force. Merci. Question d'une démocratie caractérisée par un clivage entre une majorité et une minorité. On sait que les autres ont la légitimité pour gérer, parce qu'ils sont majoritaires, et les autres ont la légitimité pour apporter l'opposition, la contradiction. Les contextes seraient différents et les discussions pourraient être traitées à l'informel et au sein des institutions. C'est pas ça les clivages entre des légitimités différentes. Les clivages d'une part des gens illégitimes qui s'imposent à la tête du pays, d'autre part le peuple lui-même organisé par une forme d'existence. Et donc le peuple va faire toutes les pressions, y compris ceux qui sont ici, à savoir les forces vives de la nation. Nous ferons toutes les pressions nécessaires pour amener ceux-là à aller vers le peuple avec beaucoup de celui qui tranche. Il s'agit de la guerre d'un peuple face à ses oppresseurs. Il ne s'agit pas d'un clivage entre eux et nous. Ce serait même nous faire honneur. Nous sommes trop petits pour que nous l'incarnions dans ses aspirations. Ce peuple-là, il veut le changement. Voilà les clivages. Et il ne représente pas le changement. Donc nous demandons au peuple de porter très haut, très fort ces revendications. Pour cela, il sera soutenu à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Merci. Pensez-vous que ces 23 membres devaient fonctionner? Ça serait des membres permanents. La troisième question, c'est de savoir si il arrivait que dans... Et j'ai vu votre document, très détaillé, bien élaboré. Et quand vous étiez en haut de la loge, j'ai discuté avec certains membres de la CIMOCEL et j'étais en confinement aux États-Unis. Et l'autonomie financière, oui. Donc, toute organisation normale, l'Assemblée nationale jouit d'une dotation, mais il a son autonomie. Il y a une dotation qui doit être gérée par la CENI au début de l'exercice. La CENI élabore son budget et puis elle gère. Et elle gère avec les organes qui sont en son sein. 23 membres, ils sont permanents ou ils ont seulement les rôles. Ils sont des membres de la CNI, ils sont permanents. Avec leurs responsabilités, comme j'ai dit tout à l'heure. Ils font les day-to-day. Donc, le travail de la CNI au jour le jour. Révision constitutionnelle est-elle envisageable? Écoutez, la Constitution, telle qu'elle est là, elle est verrouillée dans beaucoup de ses dispositions. Aujourd'hui, les gens parlent du deuxième tour. Je ne pense pas que les dispositions verrouillées font problème. Donc, on ne peut pas les toucher. Parce que le deuxième tour, là,
je pense que tout peut s'organiser, mais en discussion entre parties prenantes, dans les dispositions non verrouillées. Mais est-ce que la question se pose réellement? Si la question se pose, voilà, on va écouter le peuple congolais. La classe politique, les parties prenantes vont discuter. Pourquoi le deuxième tour? La fois passée, nous avions eu le deuxième tour en se disant les gens étaient déjà réunis, organisés, ils ont présenté un candidat et c'était très simple. La Mouka avait son candidat, le FCC avait son candidat. Malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Vous pouvez avoir le deuxième tour et si les choses ne sont pas bien organisées, vous n'aurez pas les élections apaisées. Pour nous, ce qui importe, c'est avoir d'abord un climat apaisé avant d'aller aux élections. Nous avons les préalables. Ces préalables-là sont les réformes. C'est comme ça que nous interpellons toutes les parties prenantes pour qu'on se mette d'accord avant d'aller aux élections. Mais, et je le répète, je l'ai dit depuis le 30 décembre dernier, je l'ai répété le 11 février, que nous n'accepterons pas les glissements. Il faut que les élections soient organisées à la date prévue. Merci. Siki sahi. Président Eli. Tukubeta yaka.